Le 1er mai 1945, vers 20h30, dans le jardin inférieur de la chancellerie du Reich à Berlin, un ordonnance SS nommé Otto Günsch versa de l'essence sur 2 corps. L'artillerie de la 5e armée de choc soviétique frappait à moins de 400 mètres à l'est. Les couloirs du bunker en dessous sentaient le diesel, la poussière de béton et le tabac rance. Les lumières vacillaient sous l'alimentation d'un générateur de secours, montant et s'éteignant dans le même souffle. Au-dessus du sol, le Reich s'achevait lui-même. En dessous du sol, une famille était classée comme un dossier. Joseph Goebbels, Magda Goebbels, 6 enfants, âgés de 4 à 12 ans. Leurs noms, Helga, 12 ans, Hilde, 11 ans, Helmut, 9 ans, Old, 8 ans, Eda, 7 ans, Heide, 4 ans, apparaîtraient 2 jours plus tard dans un protocole d'autopsie SMERSH déposé aux archives militaires d'État russes à Moscou, RGV à fond 7021, déclassifié par étapes dans les années 1990. La mémoire populaire de cette nuit retient une seule phrase. La famille s'est éteinte dans le bunker. L'archive conserve quelque chose d'étrange. Elle conserve un 7e nom. Magda Goebbels avait épousé Joseph Goebbels le 19 décembre 1931. Elle avait d'abord épousé quelqu'un d'autre, l'industriel Günther Quandt, chef de l'Akkumulatorenfabrik AG et actionnaire de Deutsche Waffen- und Munitionsfabriken. Leur fils, né le 1er novembre 1921, s'appelait Harald Quandt. En avril 1945, il était Oberleutnant de la Luftwaffe, capturé quelques semaines plus tôt par les forces britanniques en Italie, assis dans un camp de prisonniers de guerre sur la Méditerranée. Le 28 avril 1945, Magda remit à la pilote d'essai Anna Reitsch une lettre pliée pour lui. Reitsch la fit sortir de Berlin sous le feu des obus cette même nuit. Harald serait libéré en 1947. Les enfants biologiques de son beau-père ne survivraient pas au 1er mai. Le premier mari de sa mère mourrait au Caire le 30 décembre 1954, lui laissant la moitié de l'une des plus grandes fortunes industrielles de l'Allemagne d'après-guerre. Le bunker n'a pas consumé tous les enfants. Il en a consumé 6. Le 7e, celui qui n'a jamais été juridiquement un Goebbels, hériterait d'un empire qui, en 15 ans, ferait du demi-frère des enfants Goebbels morts l'un des hommes les plus riches de la République fédérale d'Allemagne. Magda Quandt, la femme qui épousa 2 empires. Magda Berend Ritschel avait 30 ans lorsqu'elle divorça de Günther Quandt en 1929. Elle était élégante, politiquement agitée, et la mère légale d'un garçon de 8 ans nommé Harald, qui hériterait de l'une des plus grandes fortunes industrielles d'Allemagne. Le règlement de 1929 lui accorda la garde. Il accorda à Günther Quandt un droit de visite. Il ne pouvait pas, et ne pouvait en aucun cas modifier l'architecture plus profonde de l'arrangement. Harald était un camp par le nom, par le sang et par la ligne d'héritage. L'empire qu'il devait recevoir était déjà en mouvement avant qu'il n'apprenne à lire. Cet empire était spécifique, non abstrait. L'Akkumulatorenfabrik AG, AFA, fabriquait des batteries industrielles, y compris les batteries de sous-marins qui alimenteraient plus tard la flotte de U-Boote de la Kriegsmarine. La Deutsche Waffen- und Munitionsfabriken, DWBM, produisait des fusils, des pistolets et des munitions par l'intermédiaire de la participation Mauserwerke. En 1931, les actifs de Günther Quandt s'étendaient au stockage électrique, aux armes, aux textiles et aux industries chimiques. Le rapport Scholtisek, étude académique de 1200 pages commandée par la famille Quandt au professeur Joachim Scholtisek de l'Université de Bonn et publié par C.H. Beck en 2011, expose cela en détail sourcé à travers des dossiers conservés au Bundesarchiv de Koblenz. Magda rencontra Joseph Goebbels en 1930. À l'automne 1931, ils étaient fiancés. Le mariage eut lieu dans un domaine Quandt. Le garçon sur la photographie du mariage, en costume sombre entre sa mère et son nouveau beau-père, était Harald Quandt, 10 ans. Hitler assista comme témoin. La photographie a survécu. Elle est reproduite dans les biographies standards. En moins de 2 ans, le régime que servait Joseph Goebbels serait au pouvoir. En moins de 6 ans, le Reich désignerait Günther Quandt comme Wehrwirtschaftsführer, un dirigeant de l'économie de guerre. Voici la partie que la mémoire populaire du bunker ne peut pas intégrer. L'héritier survivant n'a jamais été caché.
L'héritier survivant a été photographié en couverture du magazine Time Enfant, en uniforme des jeunesses hitlériennes, au mariage de sa mère. Le lien juridique entre l'empire industriel Kant et la famille Goebbels n'était pas enfoui dans un dossier classifié. Il a été publié, il a été photographié, il était enregistré, il était en kiosque. Ce que le récit d'après-guerre a fait était plus simple que la dissimulation. Il a compressé. Le bunker est devenu une histoire de 7 victimes adultes et d'une seule valise de documents du régime. Le 7e enfant, vivant dans un camp britannique en Italie, ne correspondait pas à une fin plus nette. Le Wirtschaftswunder des années 1950 exigeait des industriels, pas des héritiers du bunker. La guerre froide exigeait des miracles économiques ouest-allemands, pas des comptes familiaux non réglés. Le chapitre du manuel a compressé 72 heures d'effondrement du bunker en un paragraphe. L'histoire n'a pas été censurée. Elle a été réduite à une note de bas de page. La note de bas de page était le compromis que le consensus d'après-guerre a conclu avec lui-même. Ce que personne sur la photographie du mariage de décembre 1931 ne comprenait, c'est que le garçon en costume sombre, debout entre sa mère et son nouveau beau-père, était la seule personne de l'image qui serait encore en vie pour hériter de quoi que ce soit 20 ans plus tard. Harald en uniforme, l'héritier que la guerre n'a pas consumé. Le 28 avril 1945, dans un couloir enfumé du Führerbunker, Magda Goebbels remit une lettre pliée à la pilote d'essai Anna Reitsch. Reitsch avait posé un Arado AR-96 sur l'axe du Tiergarten sous l'artillerie soviétique pour évacuer le général-oberst Robert Ritter von Greim, le commandant nouvellement nommé de ce qui restait de la Luftwaffe. La lettre fut glissée dans sa veste de vol. Elle comptait 4 pages, manuscrites, adressées à Harald Quandt, le seul destinataire dans la correspondance survivante de Magda dont elle attendait encore la survie. À ce moment-là, Harald avait 23 ans. Il servait dans la Luftwaffe depuis 1939. Il avait sauté comme parachutiste. Il avait été blessé en Italie en 1944. En avril 1945, près de Bologne, son unité se rendit aux forces britanniques en progression. Il fut enregistré dans le système britannique de prisonniers de guerre et transféré vers le sud. Les archives administratives britanniques, conservées dans les séries pertinentes au National Archive de Kew, l'inscrivent sous son nom de naissance, Kant, pas Goebbels. Il n'avait jamais été adopté. La distinction juridique compterait plus que quiconque en 1945 ne le comprenait encore. L'empire dont il était l'héritier était alors un contractant de guerre du Reich documenté. AFA, l'accumulatoren Fabrik, avait fourni les batteries de sous-marins. Les usines Pertrix à Berlin produisaient des batteries sèches militaires pour les radios de campagne de la Wehrmacht. Les usines d'armement DBM avaient fonctionné à pleine capacité de production de guerre de 1939 au dernier jour de 1944. Le rapport Scholtisek reconstruira plus tard la structure du travail à travers ces installations avec un niveau de détail granulaire. Travail forcé. Prisonniers de camps de concentration affectés à AF, à Hanovre. Prisonniers de guerre affectés à des usines satellites, travailleurs de l'Est, la catégorie bureaucratique du régime pour les civils déportés des territoires soviétiques occupés. Les chiffres sont dans le rapport, les camps nommés sont dans le rapport, les archives des installations sont dans le rapport. La chaîne de possession du travail au produit au profit est dans le rapport. Rien de tout cela n'était secret en 1945. Günther Kant fut arrêté par les forces américaines en 1946. La procédure de dénazification en Hesse le classa comme Mitläufer, suiveur, en 1948. La reconstruction ultérieure de Scholtisek documenterait que ce verdict sous-estimait largement son rôle réel. Mais le verdict immédiat d'après-guerre prévalut. Il retourna à ses industries. L'Empire continua. Les salles de conseil rouvrirent, les usines redémarrèrent. Harald, pendant ce temps, restait en détention britannique. Il lut la dernière lettre de sa mère à l'automne 1945. Reitsch avait survécu au vol, était capturé par les forces américaines en mai, et la lettre passa par plusieurs mains avant d'atteindre son destinataire. Plusieurs historiens, dont Anja Klabund dans sa biographie de 1999 Magda Goebbels, ont publié le texte. Dans celle-ci, Magda expliquait pourquoi ses demi-frères et sœurs ne seraient pas autorisés à vivre. Elle lui disait qu'elle était fière de lui.
Elle lui disait que le monde à venir serait insupportable pour quiconque avait cru ce qu'elle avait cru. Harald ne revit jamais sa mère. Il ne revit jamais les 6 enfants avec lesquels il avait joué pendant les vacances à Schwanenwerder, la villa au bord du lac à l'ouest de Berlin où la famille Goebbels passait ses étés. Le bunker avait décidé à l'avance qui dans la famille survivrait au régime. La décision fut prise à un bureau, pas sur un champ de bataille. La décision était opérationnelle comme une directive circulant dans une chaîne de commandement. L'ordre passa de Magda à Kunz. L'exemption passa du bunker à un camp britannique à 2000 km au sud. Les deux furent transmis par écrit. Ce que la mémoire populaire n'a jamais intégré, c'est le fait institutionnel au cœur de tout cela. L'Empire. Kant ne s'est pas arrêté pour la guerre. Il ne s'est pas arrêté pour le bunker. Il ne s'est pas arrêté pour la dénazification. Il ne s'est pas arrêté pour la mort de Günther Quandt en 1954. La chaîne d'héritage a continué. À travers les camps, la guerre, le procès, la restauration, sans une seule rupture juridique. 3 copies. Une a survécu. La lettre parvint à Harald Quandt dans un camp de prisonniers de guerre britannique en Italie, 6 mois plus tard, après que tous les autres destinataires mentionnés à l'intérieur étaient déjà morts. La lettre du bunker et l'héritier qu'elle a créé, le soir du 1er mai 1945, dans une petite pièce au niveau inférieur du Führerbunker, le dentiste S.S. Helmut Kunz reçut une instruction qu'il avait déjà refusée 2 fois ce jour-là. Il était SS Sturmbannführer. Il se trouvait dans le bunker depuis fin avril. Son rôle, sur le papier, était médical. Son rôle, dans la pièce où il se trouvait maintenant, était autre chose. Magda Goebbels se tenait avec lui. 6 enfants étaient assis ou allongés sur des couchettes. La plus jeune, Heide, avait 4 ans. La plus âgée, Helga, en avait 12. Les générateurs du bunker fonctionnaient. Le couloir à l'extérieur était rempli d'adjoints qui n'avaient plus d'ordres à exécuter. Ce qui suivit est consigné dans le dossier Smersh. 2 jours plus tard, le 3 mai 1945, une équipe d'enquête soviétique dirigée par le lieutenant-colonel Klimenko entra dans le complexe du bunker. Ils trouvèrent 7 victimes adultes dans le jardin au-dessus. Ils trouvèrent 6 victimes plus petites sur les couchettes en dessous. Les autopsies furent réalisées à Berlin-Bück par une équipe médico-légale soviétique. Les protocoles furent versés au fonds R.G. Inc. à 7021. Le dossier Smersh au RGVA indique le cyanure comme agent administré aux enfants. L'identification fut effectuée à partir des dossiers dentaires, en partie parce que Kunz lui-même était déjà en détention soviétique et confirmait ce qu'on lui avait ordonné de faire. Helmut Kunz fut interrogé à plusieurs reprises entre 1945 et son retour ultérieur en Allemagne de l'Est des années plus tard. Son témoignage, conservé dans les archives soviétiques et cité plus tard par l'historien Anton Joachim Staller dans son étude de 1996 The Last Days of Hitler, est cohérent. Il avait administré une injection aux enfants. Le second agent avait été administré par Magda Goebbels elle-même. La reconstruction de l'historien professionnel, fondée sur Kunz, sur les protocoles Smersh sur The Last Days of Hitler de Hugh Trevor Roper, 1947, sur The Death of Adolf Hitler de Vladimir Bezymensky, 1968, concorde sur la séquence, la pièce, l'ordre, l'heure. Les enfants ne survécurent pas au 1er mai 1945. Le dossier d'autopsie soviétique enregistre leur décès. Ce que le dossier n'enregistrait pas, ce qu'aucun enquêteur cette nuit-là n'eut le temps de demander, était la question qui définirait les 80 années suivantes du nom Kant. Où était le 7e enfant? Le 7e enfant de Magda n'était pas dans le bunker, il était le seul être humain vivant qu'elle n'avait pas choisi d'emmener avec elle. Il n'était, selon toutes les mesures juridiques que l'Allemagne d'après-guerre allait bientôt appliquer, pas du tout un enfant Goebbels. Il était un Quandt. Il portait le nom de son père biologique. Il portait les droits d'héritage de son père biologique. Il portait, dans son livret de solde de la Luftwaffe et son formulaire d'entrée comme prisonnier de guerre, une identité civile distincte de la famille qui se refermait sur elle-même à Berlin. Il n'était pas dans le dossier. Il était la ligne manquante du dossier.
Les Britanniques ne savaient rien de tout cela en détail lorsqu'ils le traitèrent en avril. Ils savaient qu'il était un officier de la Luftwaffe capturé. Ils connaissaient son nom. Le lien avec le ministre de la propagande du régime fut découvert plus tard, par des recoupements de renseignements de routine. À ce moment-là, il était déjà dans le système des camps. À ce moment-là, la guerre touchait déjà à sa fin. À ce moment-là, la question de savoir que faire du beau-fils de Joseph Goebbels était, dans les opérations pratiques d'une administration alliée de prisonniers de guerre, une note administrative. Il ne figurait sur aucune liste de personnes recherchées. Il n'avait commis aucun crime de guerre documenté. Il avait été parachutiste. Il avait été blessé. On pense que 3 copies de la lettre de sa mère ont existé. L'une a été perdue. L'une est entrée dans les archives familiales Kant. Le texte subsiste parce que Klabund et d'autres historiens l'ont ensuite reconstitué à partir de la copie survivante et des fonds d'archives contrôlés par la famille. La lettre existe. Le bunker existe dans le dossier Smersh. Le dossier de service de la Luftwaffe existe au Bundesarchiv Militärarchiv à Fribourg. 3 archives, 3 documents, un homme. La lignée de Joseph Goebbels s'est éteinte dans cette petite pièce au niveau inférieur du bunker. La lignée de Magda Kant ne s'est pas éteinte. Son premier-né était vivant dans un camp britannique, âgé de 23 ans, recevant, dans les 6 mois, une lettre lui disant que sa mère avait décidé, à l'avance, qui, dans la famille, serait autorisé à vivre. Il était l'héritage que le bunker n'avait pas liquidé. Il était l'héritage que le bunker avait été conçu pour ne pas toucher. Ce que les enquêteurs Smersh ne savaient pas encore, tandis qu'ils cataloguaient les 7 victimes adultes dans le jardin au-dessus et les 6 victimes plus petites dans la pièce en dessous, c'était que la famille dont ils clôturaient le dossier avait un 7e enfant et que cet enfant était vivant, en détention alliée, et sur le point d'hériter de tout. Comment un prisonnier de guerre est devenu l'héritier d'un empire industriel ? Le 30 décembre 1954, dans une chambre d'hôtel au Caire, l'industriel de 73 ans Günther Quandt mourut et son testament divisa son empire en 2 moitiés. Une moitié alla à Herbert Quandt, son fils issu d'un précédent mariage, le demi-frère qui avait dirigé les opérations industrielles de la famille pendant la guerre et après. L'autre moitié alla à Harald Quandt, libéré de la détention britannique en 1947, alors ingénieur de 33 ans gravissant les échelons au sein des entreprises familiales à Bad Homburg et à Francfort. Le système de dénazification avait évolué en 1954. La Sprüchkammer en Hesse avait classé Günther Quandt comme Mitläufer en 1948. Le verdict était définitif selon le droit ouest-allemand. Le rapport Scholtisek documenterait plus tard, sur la base des archives du Bundesarchiv de Koblenz et du Hessisches Hauptstaatsarchiv à Wiesbaden, que ce verdict était largement sous-estimé. À ce moment-là, le verdict avait rempli sa fonction. Il avait clarifié la ligne d'héritage, il avait clarifié les conseils d'administration, il avait ouvert la voie dont le Wirtschaftswunder avait besoin. Ce que les 2 frères héritèrent en 1954 était un réseau. AFA, bientôt renommé Varta, produisait des batteries pour des marchés civils qui inclurèrent bientôt l'industrie automobile allemande d'après-guerre. Les actifs d'armement DWM avaient été restructurés. Il y avait des intérêts textiles, chimiques, mécaniques. Il y avait une participation importante dans BMW, le constructeur bavarois de moteurs d'avions et de motos qui, à la fin des années 1950, était au bord de l'effondrement. Cette participation avait été accumulée discrètement à la fin des années 1940 et dans les années 1950. En 1959, elle était décisive. L'Assemblée des actionnaires de BMW de 1959, à Munich, est le moment où la seconde partie de l'héritage changea de forme. BMW perdait de l'argent. Daimler-Benz avait proposé de l'absorber. La Deutsche Bank, principal créancier de BMW, recommandait d'accepter l'offre. Herbert Quandt, demi-frère de Harald, fils de Günther, demi-frère par alliance des enfants Goebbels décédés qu'il n'avait jamais rencontrés, augmenta la participation de la famille contre l'avis de la banque. Il devint l'actionnaire majoritaire. Les usines de Munich ne fermèrent pas. Le modèle 1500 fut lancé en 1962. La reprise commença. L'Empire pivota des industries qui avaient servi le Reich vers celles qui définiraient l'Allemagne de l'Ouest.
Harald ne vécut pas pour voir le second souffle complet de l'Empire. Il s'était marié. Il avait 5 filles, nommées dans les registres familiaux standards Katharina, Annette, Inge, Gabrielle et Colleen, noms qui apparaîtrent plus tard dans les dépôts d'entreprise de Harald Quandt Holding GmbH, basé à Bad Homburg. Le 22 septembre 1967, le petit avion qu'il pilotait au retour d'une réunion d'affaires ne survécut pas à un crash près de Cuneo, dans le nord de l'Italie. Il avait 45 ans. Il avait survécu à ses demi-frères et sœurs de 22 ans. Les 5 filles héritèrent de sa moitié de l'Empire. Stefan Quandt et Susanne Klatten, les enfants d'Herbert, hériteraient de l'autre moitié. Au début des années 2000, la famille Quandt détenait l'une des plus grandes fortunes industrielles privées d'Europe. Le groupe BMW, l'un des constructeurs automobiles les plus précieux au monde, en était au centre. Le récit du Wirtschaftswunder avait complètement absorbé la famille. Le lien avec le bunker avait été réduit à un paragraphe dans les biographies de Magda Goebbels. C'est la partie que la mémoire populaire n'a jamais réconciliée. Le lien Quandt-Goebbels n'a pas été dissimulé par la famille. Il n'a pas été censuré par la presse allemande. Les 2 mariages antérieurs de Günther Quandt, l'existence de Harald, la date du premier mariage de Magda, tout cela avait été publié, disponible et accessible depuis 1945. Ce qui s'est produit était structurel. Le Wirtschaftswunder avait besoin d'industriels capables de diriger des usines. La guerre froide avait besoin de miracles économiques ouest-allemands pour ancrer l'alliance occidentale. L'histoire du bunker nécessitait une fin fermée. 7 victimes adultes, 6 victimes plus petites, dossier clos. Le 7e enfant, vivant à Bad Homburg, élevant 5 filles, assistant aux réunions de conseil chez AFA et BMW, ne correspondait pas à cette fin fermée. Il fut donc placé hors du cadre, non par conspiration, par l'habitude gravitationnelle d'un consensus d'après-guerre qui voulait des récits propres plutôt que complets. L'archive resta intacte. Le cadre se déplaça. Le mot « vengeance », tel qu'il apparaîtrait dans le documentaire finalement diffusé en 2007, ne concernait jamais l'idéologie. Il concernait un bilan que le bunker n'avait pas réussi à liquider. Das Schweigen der Quandt, le silence enfin brisé en 2007. Le 1er octobre 2007, la chaîne publique allemande NDR diffusa un documentaire de 90 minutes réalisé par Eric Friedler intitulé Das Schweigen der Quandt, le silence des Quandt. Le film rassembla des témoignages de survivants, des photographies d'archives et des documents nommés provenant d'archives allemandes et internationales. Il nomma les camps. Il nomma les usines satellites. Il nomma les catégories de travail forcé utilisées à AF à Hanovre, à Pertrix à Berlin, aux usines DWM. Il relia les noms à l'héritage. Il plaça les photographies des camps nommés à côté des photographies des usines nommées. Dans les 24 heures, la famille Quandt annonça qu'elle commanderait une étude académique indépendante. La mission fut confiée au professeur Joachim Scholtisek de l'Université de Bonn. Le mandat était un accès sans restriction aux archives contrôlées par la famille. Le résultat fut publié par C.H. Beck en 2011 sous le titre Der Aufstieg der Quandts, l'ascension des Quandts. Il compte environ 1200 pages. Ses conclusions, tirées de dossiers croisés du Bundesarchiv de Koblenz, du Hessisches Hauptstaatsarchiv Wiesbaden, des archives d'entreprise BMW et de dizaines d'archives régionales, sont sans ambiguïté. La famille était, selon l'évaluation documentée de Scholtisek, indissociablement liée à l'économie de guerre du régime. Le verdict de dénazification de Günther Quandt sous-estimait son rôle. Le système de travail forcé dans les usines familiales figure dans les archives académiques. La famille reconnut les conclusions. Il n'y eut pas de paiement de restitution à grande échelle comparables à ceux effectués par certaines autres familles industrielles allemandes. Daimler-Benz, Volkswagen, Krupp avaient chacun, à différents moments des décennies d'après-guerre, établi des fonds d'indemnisation pour les travailleurs forcés survivants. Les Quandt n'ont pas égalé ces programmes à cette échelle. Le rapport Scholtisek resta le règlement académique. La famille s'y tint. C'est le second retournement de toute l'histoire. Les preuves n'étaient pas enfouies.
Elle se trouvait dans les archives depuis le début. Le Bundesarchiv de Koblenz conserve les documents quand pertinents. Les dossiers de dénazification à Wiesbaden sont ouverts. Le dossier Smersh au RG5A nomme chaque enfant Goebbels avec nom et âge. La biographie de Magda par Klabund a été publiée en 1999. Les liens entre les familles avaient été documentés dans Time Magazine en 1939. Les outils de l'historien étaient intacts. Ce qui manquait était la volonté d'assembler les preuves en un récit que le public accepterait réellement. Le documentaire de Friedler n'a pas découvert de nouveaux dossiers. Il a lu ceux qui étaient déjà ouverts. Il a interrogé des survivants disponibles depuis 60 ans. Il a placé les noms des camps à côté des noms sur les registres d'actionnaires de BMW. Le journalisme était médico-légal. La réaction était structurelle. Der Spiegel couvrit le rapport en 2011 avec des articles longs et sourcés. Le public allemand reçut l'information par doses mesurées. Le cours de l'action BMW ne chuta pas. Stefan Quandt et Susan Klatten restèrent sur les listes de Forbes. Les 5 filles de Harald Quandt continuent, par le biais de Harald Quandt Holding, GmbH, et de structures associées à Bad Homburg, à gérer d'importantes positions industrielles et d'investissement. La fortune. Quandt a été estimé à des dizaines de milliards d'euros au total entre les branches Stefan Quandt, Susan Klatten et Harald Quandt. L'empire qui a commencé avant le régime s'est développé sous le régime, a survécu au régime et a hérité du régime, fonctionne toujours. Il possède des usines. Il verse des dividendes. Il publie des rapports trimestriels. Le 7e enfant de Magda a hérité d'un empire et a construit 5 autres héritages. L'empire a absorbé le bunker. L'archive a enregistré les 2. Le manuel n'en a enregistré qu'un. L'écart entre ce que contient l'archive et ce que le manuel résume n'est pas un accident. C'est le consensus d'après-guerre fonctionnant exactement comme prévu. Le règlement est venu en 2007. Il est venu sur une chaîne publique. Il est venu en 1200 pages. Il est venu tard. L'archive n'avait pas changé. Seule la volonté de la lire à voix haute, 62 ans après les victimes dans le jardin, était enfin apparue. Helga Goebbels, 12 ans, Hilde, 11, Helmut, 9, Holde, 8, Eda, 7, Heide, 4. Le dossier Smersh ORG fait à fond 7021 les énumère dans cet ordre, avec âge, avec la date de récupération, avec la cause du décès enregistrée comme la conclusion citée du protocole de mai 1945. 6 noms, 6 âges, 1 nuit. Au-dessus d'eux, dans le jardin inférieur de la chancellerie du Reich, la crémation qu'Otto Günsche avait ordonnée à l'avance pour leurs parents était déjà terminée. En dessous d'eux, à Bad Homburg 22 ans plus tard, leur demi-frère, Harald Quandt, né le 1er novembre 1921, fils de Magda Behrend Ritschel et de l'industriel Günther Quandt, dirigeait un empire. Il ne survécut pas au crash près de Cuneo le 22 septembre 1967. Il avait 45 ans. Sa mère lui avait écrit dans sa dernière lettre publiée par Klabund en 1999 que le monde qui viendrait après le régime serait invivable pour ceux qui y avaient cru. Elle lui avait dit d'être heureux de ne pas avoir à vivre dans le monde qu'elle avait choisi pour ses demi-frères et sœurs. Il y vécut 22 ans. Il éleva 5 filles. Il hérita d'un empire que le bunker n'avait pas réussi à liquider. L'archive conserve tout cela. Les 1200 pages sont imprimées, les étagères sont toujours là. Le dossier est toujours ouvert. Le 7e nom est toujours sur la page. Ce contenu est fourni à des fins éducatives et de réflexion historique uniquement. Pour une citation académique, veuillez consulter les sources archivistiques primaires mentionnées.